Le concept de territoire non cédé s'est répandu dans les dernières années. L'expression fait référence à des territoires qui, même si occupés par des non-autochtones, n'ont jamais été cédés par traité par les Premières Nations. On l'utilise un peu à toutes les sauces. C'est parfois par pédagogie, par réconciliation, ou parfois par revendication. Mais il vaut la peine de poser la question. Historiquement, est-ce que c'est un concept qui tient la route? En 2015, Justin Trudeau a initié et officialisé une nouvelle pratique parlementaire. Chaque annonce et chaque événement du gouvernement fédéral débuterait avec une déclaration sur les territoires non cédés du Canada. En 2017, Denis Coderre, toujours maire de Montréal, a fait la même chose au conseil de ville. Beaucoup de ses discours commençaient en rappelant que Montréal était situé sur un territoire mohawk non cédé. Valérie Plante, qui a été élue mairesse la même année, a continué la pratique. Montréal sera un territoire autochtone non cédé. L'idée, en somme, c'est de reconnaître les drames historiques et les graves enjeux actuels qui doivent confronter et remercier les nations autochtones pour leur hospitalité. Depuis, ce genre d'expression en guise d'ouverture s'est répandu dans divers organismes et institutions. Une école à Toronto, par exemple, commence chacune de ses journées avec la reconnaissance du fait qu'elle est située en territoire non cédé. L'Université Concordia, dans la section à propos de sa page internet, reconnaît aussi la même chose. Mais pour beaucoup de représentants de différentes nations autochtones, tout ça est un peu futile. Ce serait juste une manière de donner bonne conscience aux gens en utilisant les Premières Nations pour une vulgaire stratégie de relations publiques. Les paroles, ça vaut rien. Ce qu'il faut, ce sont des actions qui mènent à des changements sérieux. Mais quand même, toutes les déclarations se basent sur des vraies revendications territoriales. Prenons les Mohawks par exemple. En plus de l'île de Montréal, ceux de Kanawake revendiquent aussi l'ancienne seigneurie de Sault-Saint-Louis, qui comprend aujourd'hui 6 municipalités de la rive sud de Montréal. Ceux de Kanesatake revendiquent l'ancienne seigneurie de Lac-des-Deux-Montagnes, qui comprend aussi 6 municipalités, dont Oka. Bref, les déclarations des politiciens sur les territoires non cédés sont peut-être la poudre aux yeux, mais il n'en demeure pas moins qu'elles témoignent d'un enjeu bien réel. Pour bien comprendre le débat, il vaut la peine de retourner un peu sur notre histoire. En fait, il faut retourner jusqu'à la Nouvelle-France, là où tout a vraiment commencé. On est en 1535. Jacques Cartier explore la vallée du Saint-Laurent et témoigne de ses visites aux villages de Stadacone et d'Hochelaga sur les emplacements actuels de Québec et de Montréal. Les peuples qui les habitent sont des Iroquois. Ils sont sédentaires, leurs villages sont entourés de palissades et ils comprennent l'agriculture. Le problème, c'est que lorsque Samuel de Champlain refait le voyage quelques décennies plus tard, les Iroquois ont disparu. Les villages de Stadacone et d'Hochelaga n'existent plus. Encore aujourd'hui, personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé. Certains historiens et archéologues invoquent une épidémie en raison du contact avec les Français. D'autres parlent plutôt d'une guerre avec les Algonquins. Dans tous les cas, les Iroquois rencontrés par Jacques Cartier ont abandonné les lieux. Donc en 1603, Champlain, qui cherche à coloniser le territoire, s'installe dans la vallée du Saint-Laurent, alors donc inhabité, avec l'accord des Inuits, des Algonquins et des Hurons. Il l'autorise à habiter le territoire à condition que les Français se joignent à eux dans leur guerre aux Iroquois. Le conflit avait débuté bien avant l'arrivée des Français. Les Inuits, les Algonquins et les Hurons formaient déjà une coalition laurentienne contre la Confédération Mohawk. Le territoire de ces Mohawks, l'Iroquoisie, était au sud du lac Ontario, à l'ouest du lac Champlain et du fleuve Hudson, le long de la rivière Mohawk, dans l'actuel État de New York. Si la coalition laurentienne pouvait compter sur l'appui des Français, la Confédération iroquoise, quant à elle, s'était entendue avec les Hollandais, qui s'étaient installés à l'embouchure du fleuve Hudson, à l'emplacement de l'actuelle ville de New York. Toujours est-il qu'en 1642, lorsque Paul de Chomédé de Maisonneuve et Jeanne Mance fondent Montréal, non seulement l'île est inhabitée par les Iroquois rencontrés par Jacques Cartier, mais en plus, les Français sont en guerre contre les Iroquois, parmi lesquels les ancêtres des Mohawks. Quand arrive le régiment Carignan-Salière en 1665, c'est la fin des attaques iroquoises dans la vallée du Saint-Laurent, et c'est là que les Jésuites et les Sulpiciens tendent la main à ce qui était il n'y a pas si longtemps des ennemis de la colonie.
Ils les ont invités à s'installer dans des missions catholiques à Montréal. Ceux qui ont accepté sont venus s'établir dans ce qui est devenu, avec le temps, Kanawake et Kanesatake. Et c'est ici que l'enjeu devient controversé. Selon la tradition orale des Mohawks, leurs ancêtres auraient vécu sur l'île de Montréal avant le 17e siècle. En ce sens, leur établissement dans les missions catholiques aurait été vécu comme un retour à la terre d'origine. Or, les recherches historiques et archéologiques ont conclu que les Iroquois de Stadacone et d'Hochelaga étaient un peuple tout à fait distinct des Mohawks de l'Iroquoisie. En plus, ces Iroquois auraient été plus près des Hurons avec qui ils formaient une alliance, et donc des ennemis de la Confédération iroquoise. Pour toutes ces raisons, le lien entre les Mohawks d'aujourd'hui et les Iroquois de l'époque reste encore douteux. Malgré tout, les Mohawks insistent. Leur tradition orale qui affirme le contraire doit être prise en considération. Il y a donc une confrontation entre deux récits incompatibles qui se doublent d'une confrontation des méthodes de recherche historique. L'enjeu se complique encore plus quand on sait que les Mohawks ne sont pas les seuls à revendiquer l'île de Montréal. Les Anishinabés, par exemple, en font la frontière de leur territoire. En fait, 5 nations autochtones différentes pourraient la revendiquer. Après tout, plusieurs nations y circulaient plus ou moins librement pour la chasse et la pêche, sans nécessairement y rester de façon permanente. Hochelaga pourrait très bien avoir été la seule vaine tentative d'occuper l'île de Montréal. Il y a donc une confrontation même dans le rapport au territoire et au principe de propriété. Pour le colon français qui s'installe à Montréal en 1642 suite à l'invitation de ses alliés Inuits, Algonquins et Hurons, ne viole la propriété de personne. En fait, personne n'habite l'île. Selon la conception européenne du territoire, à quel point les nations autochtones qui ne faisaient qu'y passer sans vraiment s'y établir, peuvent-elles prétendre en réclamer la propriété exclusive? Ajoutons toutefois qu'en 1701, le traité de la Grande Paix de Montréal, signé par le gouverneur de la Nouvelle-France et 39 nations autochtones, dont les Iroquois, a scellé une nouvelle entente. Les ancêtres des Mohawks ont reconnu un principe d'abord mis de l'avant par Champlain, que la présence française en Amérique du Nord dépendrait des alliances avec les nations autochtones. Les Mohawks auraient donc consenti, de gré à gré, non pas une cession, mais bien un partage du territoire dont chacun entendait bénéficier. Pour l'instant, les revendications territoriales historiques ne mènent clairement nulle part. Souvenez-vous durant la controverse autour de Coastal GasLink en Colombie-Britannique que le chef des Wet'suwet'en avait dit publiquement que la GRC n'avait aucune juridiction sur son territoire puisqu'il était non cédé. On savait à quoi s'en tenir. Pourtant, le gouvernement Trudeau ne s'est pas gêné pour aller de l'avant. Vaut donc la peine de se poser la question sérieusement. Combien de tout ça est à propos de la réconciliation? Et combien de tout ça ne relève que de la politique la plus cynique et de la fausse vertu? C'était Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.